selon une étude du cabinet Tower Watson, qui date de 2015 mais qui est toujours très actuelle, seuls 36% des entreprises européennes jugent le processus de gestion de la performance largement fondé sur l'entretien d'évaluation annuelle. Seuls 36% le jugent performant. Le reste ne le juge pas performant. Et aux États-Unis, 10% environ des entreprises qui sont au Fortune 500 ont définitivement abandonné le processus d'évaluation annuelle. Donc on a une vraie question aujourd'hui qu'on va essayer d'instruire ce matin sur comment évaluer le travail et est-ce qu'effectivement il faut en rester à ce que nous connaissons depuis au moins les années 80, qui est effectivement ce fameux entretien d'évaluation annuelle. Alors la refonte de ce dispositif est certainement une clé pour renouveler le contrat de confiance entre le collaborateur et le manager, et notamment pour mettre beaucoup plus d'agilité dans ce processus d'évaluation de la performance et se mettre au diapason finalement de la société et de la société digitale, des profonds changements que nous vivons, et notamment en adéquation avec tout ce qui a émergé sur le plan de la consommation, notamment ces sujets autour de la satisfaction et de la notation des entreprises et de la satisfaction des consommateurs. Alors c'est globalement un mouvement global de questionnement sur le fonctionnement finalement des organisations que ce sujet de l'évaluation de la performance. Alors il y a deux manières, et Nicolas va y revenir largement, deux manières d'envisager la question du rôle de l'évaluation dans la mesure de la performance. Il y a effectivement deux sujets qui ressortent, deux clivages qui ressortent très fortement, mais globalement, les entretiens annuels sont quand même aujourd'hui perçus par la plupart des entreprises et des DRH en particulier comme finalement assez inadaptés aux transformations que nous vivons, qui sont des transformations profondes dans la manière d'exercer nos métiers. Ils les jugent globalement trop généralistes, partiellement ou totalement subjectifs, quelquefois, voire souvent, assez démoralisant parce que derrière, il y a des enveloppes financières de rémunération et de reconnaissance monétaire de la performance qui sont, vous le savez, de plus en plus contraintes. Ils sont vécus aussi par un certain nombre de collaborateurs, voire de managers, comme stressants, globalement comme chronophages, et par les entreprises qui font l'exercice d'analyser ce que ça leur coûte, comme un processus finalement relativement coûteux et assez peu performant. Donc clairement, aujourd'hui, on est dans une phase de transition et de remise en cause et d'analyse profonde de ce que l'on pourrait faire demain. Il y a des modèles qui, d'ailleurs, Nicolas y reviendra, émergent, des tentatives d'expérimentation. On verra ce que ça donne et ce que ça vaut. Mais c'est clair qu'effectivement, l'enjeu, c'est de donner en tous les cas beaucoup plus de place au dialogue continu plutôt qu'à un strict entretien d'évaluation annuelle. Et c'est donc de redonner toute sa place à l'appréciation du manager pour que chacun puisse se situer et s'appuie sur son manager pour progresser, ce qui est quand même à l'origine l'objectif de la démarche. Donc nous allons avoir effectivement une restitution d'une enquête que nous avons menée avec l'aide de Nicolas sur justement la perception et la mise en place de certaines expérimentations par des entreprises. Tu en as interrogé une trentaine à peu près, je crois, Nicolas. Et donc tu vas nous restituer effectivement les grandes lignes et la synthèse pour permettre ensuite la discussion au cours de nos deux tables rondes qui suivront et que l'on vous présentera donc tout à l'heure. Jean, avant de te passer la parole, Nicolas, je précise parce qu'on peut te féliciter puisque tu es depuis hier docteur en sociologie du travail. Donc bravo, parce qu'on n'avait pas eu le temps de se... Voilà. Merci. Et donc, nous avons eu la chance de t'avoir sur cette démarche d'études et je te passe la parole pour que tu nous en restitues les principaux éléments. Merci Sylvie. Alors bonjour à tous, merci de votre présence. Donc comme vient de le dire Sylvie, en introduction de cette journée, je vais vous restituer un certain nombre de principaux résultats d'une enquête que j'ai menée cet été auprès d'un certain nombre d'entreprises et d'administrations, ayant pour sujet l'évaluation du travail, à la fois les pratiques actuelles des organisations sur ce sujet, mais également leurs réflexions pour son évolution.
Alors, ma présentation va tenir en 3 points. D'abord, je vais rapidement et synthétiquement revenir sur le rôle général d'évoluer à l'évaluation du travail dans les organisations. Puis pourquoi est-ce que effectivement c'est aujourd'hui remis en question ce rôle. Et enfin, je vais détailler 2 orientations que peuvent prendre aujourd'hui les réflexions des entreprises et des administrations quant à l'évolution des pratiques d'évaluation. Donc, en premier point, je vais faire un retour rapide sur des choses qui, pour certains d'entre vous, sont peut-être déjà familières. Alors, de manière générale, l'évaluation du travail est un outil au service du management des entreprises et des administrations. Elle vise à porter un jugement sur le travail des personnes, sur leurs performances, à travers l'atteinte d'objectifs fixés, sur leurs compétences. Elle se fait quotidiennement et de manière informelle par les managers, mais elle s'effectue également de manière beaucoup plus formelle à travers un certain nombre de dispositifs bien connus, parmi lesquels on retrouve l'entretien individuel annuel, le bilan de compétences, l'évaluation à 360 degrés, ou aujourd'hui à 180 degrés, ou encore l'entretien professionnel. Et il est important de rappeler que, à l'exception de ce dernier, l'entretien professionnel qui doit avoir lieu tous les 2 ans, l'évaluation du travail n'est pas une obligation pour les organisations, c'est un droit qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, même si ce droit, lorsqu'il est exercé, il est encadré par un certain nombre de règles de fonctionnement. Alors, de manière plus précise, l'évaluation du travail peut avoir au moins 2 utilités dans l'organisation. Elle a d'abord une utilité du point de vue de la gestion des ressources humaines, puisque l'évaluation du travail va intégrer et va servir d'appui notamment aux mécanismes de rémunération et de reconnaissance, notamment pour fixer les rémunérations variables ou les primes. Elle va également être mobilisée dans la gestion des compétences et dans la formation de plans de formation. Et elle va également participer à la gestion des mobilités internes, soit dans le sens où une évaluation peut déboucher sur une proposition d'évolution, soit dans le sens où il peut être demandé à un agent ou un salarié postulant pour une mobilité interne les résultats de ses évaluations précédentes. Ensuite, l'évaluation du travail, elle a également une utilité pour le management de proximité. Les entretiens d'évaluation, notamment, peuvent servir à gérer les équipes, dans la gestion des équipes, en fixant des objectifs individuels. Et pour les managers que j'ai l'occasion d'interroger dans cette étude, c'est aussi un moment d'échange sur les conditions de travail, sur les objectifs, sur les missions, sur les besoins de formation, mais aussi sur les situations personnelles de leurs collaborateurs et leurs souhaits d'évolution. Je vais vous donner une illustration. J'ai eu l'occasion d'avoir un entretien avec un chef de service du ministère des Finances qui arrivait sur un nouveau poste, qui changeait de service, et pour découvrir son équipe, son activité et les membres de son service, s'est appuyé sur la campagne d'un entretien annuel qui arrivait au moment de son arrivée pour donc découvrir et faire connaissance avec ses nouveaux collaborateurs. Donc voilà en résumé quelle peut être l'utilité de l'évaluation du travail, tout du moins en théorie. Parce que comme l'a rappelé Sylvie, cette évaluation du travail, et c'est mon deuxième point, elle fait aujourd'hui l'objet d'un certain nombre de critiques au sein des organisations. Et c'est finalement son utilité qui se trouve mis en doute. Un doute d'abord sur sa pertinence vis-à-vis de la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire que sa contribution donc, aux mécanismes de reconnaissance, de rémunération ou de mobilité semble parfois assez faible. D'une part parce que ces mécanismes sont dépendants d'autres enjeux plus pesants, et notamment des enjeux financiers. Et d'autre part, et c'est une interrogation que j'ai notamment retrouvée chez Michelin au moment de l'enquête, les organisations doutent aujourd'hui du lien entre évaluation du travail et performance globale de leur organisation. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui avoir des niveaux de performance et de compétences individuelles satisfaisants, tout en ayant une performance globale qui ne l'est pas. Donc doute vis-à-vis de l'intérêt de l'évaluation dans la gestion des ressources humaines, mais également sur sa pertinence pour le management de proximité, pour qui c'est souvent une charge, voire parfois une perte de temps. Encore une fois, parce que l'atteinte des objectifs individuels est de plus en plus perçue comme ayant peu de lien avec la performance globale, et ici la performance d'une équipe ou d'un service, mais en même temps, parce que ce moment d'échange, et si on prend notamment le cas de l'entretien individuel, il ne semble pas toujours avoir un grand intérêt. C'est-à-dire que pour un manager qui est au contact quotidien de son équipe, qui échange en permanence avec lui, il n'y a pas forcément besoin de ce moment d'échange supplémentaire. Et même s'il y a besoin d'un échange,
un entretien annuel n'est pas forcément ce qui est le plus adapté. C'est-à-dire que c'est une tendance globale que j'ai retrouvée dans la plupart des entretiens que j'ai faits, dans la plupart des organisations, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de rapprocher l'évaluation du travail du rythme et de la périodicité du travail. Donc, voilà quelques critiques récurrentes émises par les organisations envers l'évaluation, et ce à quoi il faudrait bien sûr ajouter les critiques pouvant être formulées directement par les personnes qui sont évaluées. Que c'est encore une fois une perte de temps, car l'évaluation ne change rien à leur situation personnelle, que l'évaluation n'est pas transparente, qu'elle n'est pas objective, qu'elle peut être source de tension pour l'évalué et pour l'évaluateur, ainsi qu'une source de stress finalement. Et à la suite de ces critiques, on observe un certain nombre de réflexions et de transformations qui vont toucher les pratiques d'évaluation. La preuve, c'est que la quasi-totalité des entreprises et des administrations ayant fait l'objet de l'étude, soit ont modifié leur dispositif d'évaluation sur les 2 dernières années, soit mènent aujourd'hui des réflexions à ce sujet, sur la temporalité des évaluations, sur son contenu, sur son rôle dans le fonctionnement de l'organisation. Et à ce sujet, il y a 2 choses importantes que j'aimerais noter. La première, c'est que ces réflexions sur l'évaluation du travail, elles viennent s'inscrire dans un mouvement beaucoup plus large d'interrogation sur les organisations, sur leur fonctionnement et sur leur évolution. C'est-à-dire que finalement, c'est moins un questionnement sur l'évaluation du travail qu'on observe qu'un questionnement sur le fonctionnement des organisations au sein duquel l'évaluation du travail est une thématique parmi d'autres. Parmi lesquelles notamment la remise en cause du nombre de lignes hiérarchiques, le rôle du manager, la prise en compte de l'usager ou du client, l'évolution des espaces de travail, ou encore la prise en compte des aspirations des nouvelles générations de travailleurs, voire la digitalisation des organisations et l'intégration d'outils numériques de collaboration. La seconde chose, c'est que si l'évaluation du travail représente un certain nombre d'interrogations partagées par différentes organisations, les solutions qui vont être envisagées sont loin d'être homogènes et peuvent emprunter des directions parfois très opposées. Je vais vous donner un exemple. Le groupe Accor Hotel a récemment changé ses dispositifs d'évaluation et notamment en passant d'un format d'évaluation reposant sur un système de questions ouvertes, abordant les différentes thématiques de l'entretien, objectifs, compétences, performantes, à un système de grille d'évaluation très complète et très encadrée par les services de ressources humaines, avec des indications précises sur la manière d'identifier et de mesurer les différents éléments pris en compte par l'entreprise. Et j'y reviendrai un peu plus loin. À l'opposé, le groupe Carrefour a fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'un système d'évaluation par grille très cadré d'évaluation à un système reposant sur des questions ouvertes. Donc ce que cet exemple montre, c'est qu'il n'y a pas une manière d'envisager l'évolution des pratiques d'évaluation. Et au cours de l'étude, c'est finalement 2 grandes orientations dans les réflexions des entreprises et administrations qui se sont dessinées et que je vais maintenant vous présenter à travers quelques points saillants de différenciation. Alors, je précise bien qu'il ne s'agit pas de 2 modèles d'évaluation qu'on va pouvoir retrouver dans différentes organisations. C'est plutôt 2 manières d'envisager la question de son rôle et qui se jouent différemment selon les cas et selon les entreprises et les administrations. Alors, une première orientation que j'ai décidé de qualifier de servicielle, je reviendrai après pourquoi, dont la principale caractéristique est, dans cette orientation, d'être une évaluation centrée sur la personne, sur l'individu et sur le fait de s'assurer que cette personne va correspondre aux besoins de l'entreprise en multipliant les dimensions de sa personne sujettes à l'évaluation. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter d'évaluer si une personne tient son poste et atteint ses objectifs. On va aussi chercher à identifier ses compétences individuelles, alors compétences techniques bien sûr, mais aussi de manière de plus en plus centrale ses compétences dites relationnelles, voire comportementales, ou encore son engagement envers ce que l'entreprise ou l'administration identifie comme ses valeurs. Et on va tenter d'évaluer l'individu au-delà de sa capacité à réaliser son travail. On peut encore une fois prendre l'exemple du groupe Accor, qui cherche aujourd'hui à développer des outils pour évaluer l'intelligence et l'intelligence émotionnelle de ses salariés. Alors, l'ambition de cette pratique de l'évaluation va plus loin que l'évaluation de la performance.
et l'ambition d'aujourd'hui d'évaluer notamment le potentiel des individus. Et pour cela, et c'est mon deuxième point dans cette orientation, l'évaluation dans cette orientation donc, va correspondre à une activité continue, permanente, et qui va faire intervenir les résultats de plusieurs dispositifs. C'est-à-dire que l'entretien individuel annuel, bien sûr, mais aussi donc les bilans de compétences, et de plus en plus aussi les évaluations à 360 ou 180 degrés. Et pour les personnes travaillant dans la gestion de projet, on inclut également l'évaluation des projets auxquels ils participent. Et en plus des dispositifs, on va également s'intéresser à différentes sources d'évaluation. Évaluation par la hiérarchie, bien sûr, mais également par les collègues, par les personnes et les services avec lesquels la personne collabore, et bien entendu, de plus en plus, l'évaluation par les clients. Donc on accumule des sources d'évaluation afin d'évaluer non seulement la performance individuelle, dont j'ai dit qu'elle n'était plus toujours forcément perçue comme une information pertinente, ou du moins comme l'information la plus pertinente, et on évalue de plus en plus le potentiel des individus. Et la visée de cette orientation, c'est tenter de placer, avec plus ou moins de succès, l'évaluation du travail au cœur d'un système de gestion des emplois et des compétences. Et dans ce système, les individus apparaissent comme des ressources que l'organisation va tenter de faire évoluer en fonction de ce qu'elle sait d'eux, mais également de ses besoins et de leurs aspirations personnelles. À ce titre, c'est un mode d'évaluation qui repose sur la répartition des individus dans des catégories préconstruites, permettant leur gestion, et dans certaines mesures de systèmes de classement. Je reprends l'exemple d'accord, que je trouve un exemple très intéressant aujourd'hui, où l'évaluation doit permettre de répartir les salariés dans 9 catégories, distinguant les salariés ayant le potentiel d'évaluer, ceux sur lesquels l'entreprise peut se reposer pour mener le travail quotidien, parce qu'ils sont performants, mais qui en même temps présentent moins de capacité d'évolution, et enfin les salariés dont il y aura besoin d'accompagner pour assurer un niveau de performance satisfaisant. Et l'entreprise a conçu donc un dispositif spécifique de prise en charge, de formation et d'évolution pour les salariés dont elle considère que le potentiel est le plus important. Alors, un dernier point à noter dans cette orientation servicielle, et qui est une conséquence de ce que je viens de dire, c'est qu'il s'agit d'une évaluation très centralisée et qui fait l'objet d'un encadrement non négligeable et où les directions centrales des ressources humaines jouent un rôle très important dans la conception de l'évaluation, dans son traitement des informations qui en ressortent et dans l'encadrement des évaluateurs, et à qui on dit quoi évaluer et comment l'évaluer. C'est donc une orientation où le pouvoir du manager, du responsable hiérarchique des collaborateurs fait l'objet d'une certaine remise en question. Et d'ailleurs, pour moi, la quintessence de ce modèle, ce sont les SS2I, les cabinets de conseil, que je n'évoquerai pas beaucoup parce que pour moi c'est un modèle bien spécifique et que je pense sera présenté avec beaucoup plus de détails dans les témoignages, et où on note quand même que l'évaluation est constante et représente un enjeu central pour les salariés, et surtout où l'évaluation, elle n'est pas réalisée directement par le responsable hiérarchique direct de la personne, par son manager, mais par un autre supérieur hiérarchique, qui n'est pas donc son responsable opérationnel, qui est présent dans le même domaine, et qui est sélectionné et qui est formé spécifiquement pour évaluer. Donc c'est une orientation que j'ai qualifiée de servicielle, car on l'observe principalement dans les entreprises de services, dans lesquelles on retrouve l'idée que la performance de l'entreprise dépend en grande partie de sa réputation, de la qualité de la relation de service et de la compétence des personnes qui servent le client. Et j'ai beaucoup évoqué le cas d'accord parce que je le trouve assez emblématique de cette orientation, mais j'aurais pu également citer le cas d'Orange, qui est une entreprise que j'ai étudiée pendant un certain moment. J'aurais pu également parler pour cette orientation d'orientation digitale, car cette orientation, elle accompagne, elle s'intègre en fait dans un discours beaucoup plus large sur l'évolution aujourd'hui des organisations, inspirée entre autres des grandes entreprises américaines du numérique, avec comme thématique centrale donc, la question de la digitalisation, des outils collaboratifs, de la prise en compte, comme je disais tout à l'heure, des aspirations des générations X, Y et Z, de l'évolution du rôle du manager vers une position beaucoup plus managériale et beaucoup moins d'experts, d'aménagement de l'espace de travail, des questionnements sur la vie au travail.
Et dans ce mouvement, on a donc une évaluation qui se présente comme beaucoup plus centrée sur l'humain et dans laquelle il y a une promesse à la fois pour l'organisation et pour le salarié ou l'agent de trouver un intérêt renouvelé dans l'évaluation. Et en revanche, de l'autre côté, c'est également une orientation qui nécessite d'être attentif à l'objectivité de l'évaluation, notamment lorsqu'elle inclut des éléments qui, d'une part, s'éloignent de l'accomplissement direct et objectif du travail et intègrent des éléments beaucoup plus centrés sur la personne, et qui, d'autre part, relèvent davantage aujourd'hui d'un jugement que d'une mesure. Et en ce sens, la seconde orientation que je vais vous présenter, et que je peux qualifier en opposition d'industrielle ou de hiérarchique, apparaît comme une posture beaucoup plus prudente vis-à-vis de l'évaluation. Alors, un premier point dans cette orientation, c'est que l'évaluation ne porte pas directement sur la personne. On reste principalement centré sur une évaluation de la tenue d'un poste et de la maîtrise des compétences techniques qui y sont associées. On va faire très attention à ce que l'évaluation ne s'éloigne pas trop du travail, de sa réalisation. On se concentre sur des éléments pouvant être mesurés de manière plus ou moins objective, comme la maîtrise d'une compétence spécifique, le déploiement d'un outil, un niveau de production à atteindre. Et c'est une évaluation centrée donc sur la performance d'un poste et qui s'intéresse très peu à la notion de potentiel. Deuxième point, on a vu que dans l'orientation servicielle, on allie les résultats de plusieurs dispositifs qui vont contribuer ensemble à l'évaluation du travail des individuels. Alors, on retrouve plusieurs dispositifs d'évaluation dans les organisations correspondant à une organisation industrielle, mais qui seront beaucoup moins liés entre eux. C'est ça la différence. Les résultats ne seront pas liés entre eux. Alors, ce sont des organisations où on va distinguer de manière très claire l'évaluation du travail, compris comme l'évaluation de la production, et l'évaluation des travailleurs. Alors, déjà, dans les entreprises industrielles, on a d'importants dispositifs de contrôle de la qualité qui ne seront pas liés à l'évaluation directe des travailleurs. Mais même au-delà, si on prend l'exemple de Michelin ou du ministère des Finances, pour parler d'une organisation hiérarchique, on a des dispositifs comme les bilans des compétences ou les revues d'écoute usagers qui correspondent à une évaluation collective du travail et qui vont être distinctes de l'évaluation individuelle des salariés ou des agents, qui passe avant tout par l'entretien annuel. Un troisième point est que l'intégration de l'évaluation du travail dans la gestion des ressources humaines est beaucoup plus souple, on va dire, que dans la première orientation, et va être très variable selon les cas d'entreprise et d'administration. Alors, en plus donc des mécanismes de reconnaissance et de rémunération, on peut avoir des situations variables où l'évaluation de travail va intégrer, par exemple, chez Engie, l'évaluation par l'entretien individuel annuel peut contribuer à l'octroi par le manager de jours de RTT supplémentaires. Chez Carrefour, au contraire, les remontées faites par les managers vers le service des ressources humaines des résultats de l'évaluation va servir à monter des plans de formation par métier, voir les besoins de formation et de montée en compétences. Mais cela reste des pratiques beaucoup moins intégrées que dans le premier modèle. Et justement, un quatrième et dernier point sur cette orientation industrielle ou hiérarchique est que l'évaluation est une pratique beaucoup moins cadrée et elle repose sur un système beaucoup plus décentralisé et beaucoup plus pyramidal. C'est-à-dire que les managers directs, dont le rôle était plutôt remis en cause dans la première orientation, ici, il est essentiel. On fait reposer dessus, on leur donne une très grande marge de manœuvre, notamment pour fixer des objectifs à leur équipe, pour mener l'évaluation et pour décider quelles informations doivent être remontées. Et dans ce modèle, sur tous ces points, le manager, donc, c'est lui qui a la prérogative, et les services de ressources humaines ont souvent un rôle beaucoup plus administratif. Donc, on a là une orientation où s'affiche une certaine prudence quant à ce qui peut être évalué et ce qu'on peut faire de l'évaluation. Et on s'appuie sur les acteurs les plus proches du terrain pour avoir une évaluation qui reste centrée sur le travail. Dans le même temps, cette orientation, pour moi, elle semble surtout traduire finalement un doute
des organisations sur l'utilité réelle de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on doute que ça peut avoir un vrai rôle dans la gestion d'une organisation. Et en fait, j'ai plutôt l'impression qu'on assiste à une délégation vers les acteurs, vers les managers de terrain, vers les acteurs opérationnels, de la charge de l'évaluation, qui donc pour eux peuvent porter une charge, et libre à eux en fait, d'en faire un outil qui va pouvoir leur servir dans la gestion de leur activité. Donc, pour conclure, donc, je distingue deux orientations dans les manières d'aborder la question de l'évaluation, qui s'opposent sur certains points, donc le sujet de l'évaluation, les dispositifs qui y participent, le rôle dans l'organisation et les acteurs principaux de sa mise en place. Et le choix de les nommer orientation servicielle et industrielle, bien sûr, ça peut, je l'ai fait parce que le secteur d'activité de l'organisation me paraît comme la variable essentielle dans l'orientation des organisations, mais ce n'est pas la seule variable. On peut retrouver dans des organisations les deux orientations simultanément. Un schéma assez classique, par exemple, c'est d'avoir une évaluation pour le haut management qui va correspondre à la première orientation et un système plus hiérarchique et plus industriel, notamment pour les non-cadres. Alors, surtout, ce que je veux rappeler, c'est que ce ne sont pas deux modèles. Je parle d'orientation servicielle et industrielle. Ça peut rappeler les modèles, de service et le modèle industriel, excusez-moi. Donc ce sont vraiment deux orientations, c'est-à-dire que ce n'est pas deux modèles qu'on va retrouver identiques dans plusieurs entreprises et administrations, c'est plus une grille de lecture que je vous propose et que je propose aux prochains intervenants pour comprendre les réflexions et les choix d'organisation qui varieront donc en fonction des secteurs d'activité, mais également de la taille des entreprises et administrations, de leur histoire et de leur culture. Et les témoignages qui vont suivre, je l'espère, pourront vous donner des exemples beaucoup plus précis sur les choix qui peuvent être faits et les réflexions qui peuvent être faites. Voilà. Je vous remercie et j'espère que je n'ai pas parlé de manière trop confuse. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, deux modèles qui effectivement émergent, un modèle plutôt serviciel, un modèle plutôt dit industriel, avec une vraie variable clivante du secteur d'activité, une évaluation du travail passé ou une évaluation du potentiel des individus. On voit aussi qu'il y a un vrai clivage. Un impact, au moins dans l'économie servicielle, de l'analyse de la réputation et de la mesure de la réputation qui joue sur l'évaluation de la performance des collaborateurs, avec un sujet d'ailleurs d'objectivité ou de subjectivité. Une orientation effectivement industrielle dite hiérarchique, comme tu l'évoques, plus prudente et beaucoup plus centrée sur le travail. Bref, une vraie question sur la reconfiguration de l'évaluation dans ce monde en profonde transformation, avec aussi, tu le disais très justement, un rôle du manager qui est également à re-questionner ou qui se questionne. Donc je vous propose, parce que je pense je me tourne vers Anne-Florence, peut-être quelques instants pour poser des questions. Rapidement, une ou deux questions, et puis on aura plus de temps pour les questions avec les deux tables rondes suivantes qui vont effectivement éclairer l'une et l'autre des points de vue et au travers d'exemples de praticiens, effectivement, ce que Nicolas vient d'évoquer rapidement. Donc je ne sais pas s'il y a une ou deux questions, il y en a une au premier rang. Merci pour votre exposé. Dominique Desbois de la CFDT INRA. Vous avez beaucoup présenté le point de vue du management. Vous avez exposé leur point de vue. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez étudié sur le point de vue des managers, c'est-à-dire les stratégies qu'ils pourraient développer dans chaque modèle d'organisation industrielle ou servicielle? Merci. Non, on va répondre. Je vous remercie pour ces questions et en même temps, je crois que je vais assez vous décevoir avec ma réponse, parce que l'enquête était basée sur était centrée sur l'utilité de l'évaluation de travail du point de vue des organisations. C'est vrai que le prolongement à faire aujourd'hui, c'est de faire l'étude du côté des managers. Mais c'est vrai que dans l'enquête, j'ai surtout interviewé des responsables des ressources humaines, des managers, pour avoir leur point de vue sur le rôle de l'évaluation dans l'organisation. C'était ça le sujet. Et c'est vrai effectivement qu'il y a besoin, pour compléter cette enquête, d'aller voir du côté du manager, même si j'en vends pas
pas beaucoup compte parce que finalement, je n'ai que l'avis des managers sur l'avis des managers. Voilà, c'est souvent un moment de tension parce que de leur point de vue, l'évaluation ne sert pas à grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose qui en ressort de concret en termes d'augmentation de la rémunération, en termes d'évolution professionnelle. Et c'est souvent un moment de temps, ça peut être un moment de tension plus qu'un moment vraiment enrichissant quand il y a un décalage effectivement entre le travail, le rythme du travail et l'évaluation qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe à la fin de l'année et qui correspond parfois pas vraiment au rythme du travail. Pour juste compléter 2 secondes la réponse de Nicolas, il y a quand même eu quelques entretiens avec des responsables syndicaux. On n'a pas étudié les modes de contournement éventuels des managers face effectivement à ces modèles d'évaluation, mais je pense que dans les 2 tables rondes qui suivent, on pourra en parler puisqu'il y a du vécu. Néanmoins, il y a effectivement notamment un sujet qui ressort en tant qu'interrogation, c'est le sujet que j'évoquais rapidement en conclusion, sur l'évaluation du travail et ou l'évaluation du potentiel de l'individu, enfin du travail passé ou du potentiel de l'individu, potentiel qui peut être donc, et on l'a vu dans les propos de Nicolas, relativement excluant de certaines catégories de population quand on les typologise, si j'ose dire, et que seulement certaines sont appelées effectivement à plutôt avoir des progressions de carrière et pas d'autres. Donc il y a un petit sujet dont on pourra débattre après.